Alors, l'esprit et la machine, réflexion sur l'intelligence artificielle. Alors déjà, pourquoi je vous présente ça? C'est une formation que j'ai suivie en ligne qui a été proposée par le MIT, donc où ils forment leurs plusieurs différentes classes d'informatique et ça fait partie de leur cursus. Donc c'est quand même une formation qui était assez longue, il y a un peu plus de 36 heures de cours. Donc là, bon, je vais le résumer en 45 minutes, 1 heure, suivant la durée d'un petit débat que j'ai prévu. Déjà, ce que je tiens à préciser, c'est que bon, ça va peut-être un peu être bizarre de dire ça, mais je suis pas là pour vous apporter des réponses. Je vais plutôt être là pour vous aider à, comment dire, trouver des pistes de réflexion, élargir un peu vos connaissances là-dessus en vous donnant différentes pistes, que ce soit d'un point de vue philosophique, d'un point de vue en futurologie, en informatique. Alors, ça touche à vraiment pas mal de domaines, mais sans rentrer dans la technique. C'est vraiment un point de vue général que j'essaie de communiquer par rapport à cette présentation. Alors, l'intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est? Je pense qu'il y a un test que ici tout le monde doit connaître qui permet de, aujourd'hui, on va dire, déterminer si une machine est intelligente ou non. Est-ce que ça parle à quelqu'un dans un test très connu? Test de Turing, voilà, exactement. En quoi il consiste? Donc, il faut imaginer qu'on est sur un chat en train de discuter à l'aveugle avec deux autres personnes. L'une de ces personnes est un ordinateur et l'autre est une personne vivante. Et le but est de deviner qui est l'intelligence artificielle dans les deux. Donc, le seuil est quand même fixé assez bas, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait 30% des juges qui font ce test qui se trompent et qui disent que la machine est un humain ou l'inverse. Alors, bon, c'est bien joli. Le problème, c'est qu'on a pas mal de limitations par rapport à ce test-là. Déjà, pourquoi? On teste uniquement le langage, que c'est sous forme textuelle. Et on est aussi assez limité, par exemple, par rapport à la créativité, tout ce qui va être faire de la peinture, faire du chant, faire tout ce qui est quand même propre à l'homme, ce qui nous définit. Donc voilà, on est dans cette première partie. Et on a aussi tout ce qui n'est pas lié à l'intelligence humaine. Par exemple, je ne sais pas, l'intelligence de la nature, l'intelligence de la migration des oiseaux, l'intelligence, tout ce genre de choses-là ne peut pas être testé par le test de Turing. Donc on est déjà vraiment dans une partie réduite de l'intelligence qui ne couvre pas totalement l'intelligence humaine, ni totalement une intelligence beaucoup plus générique. Après, voilà, la deuxième question, c'est est-ce que cette partie couverte est vraiment intelligente? Est-on vraiment dans un cas d'intelligence artificielle? Donc, on a John Searle, dans les années à peu près 80, qui a fait une métaphore d'une intelligence artificielle qu'il a appelée la chambre chinoise. Donc, il faut imaginer, voilà, c'est cette pièce-là, qui est en fait notre intelligence artificielle. Et il y a deux Chinois qui communiquent dans cette boîte en passant des messages en chinois. Et au milieu, bon, bah, ça peut être nous, ça peut être l'intelligence, n'importe qui prend ces messages, les ouvre, les lit. Bon, et il comprend rien, il y a vraiment juste ces symboles, mais devant lui, il a un énorme fascicule qui va lui permettre de dire ce symbole-là, il faut que je donne cette réponse-là. Donc voilà, bon, on lui passe un message, il l'ouvre, il regarde dans le fascicule, il comprend absolument rien au chinois, et il va prendre la réponse et passer la réponse de l'autre côté à l'autre chinois. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que nos deux chinois de chaque côté vont avoir l'impression de communiquer correctement, c'est-à-dire le fascicule a absolument toutes les réponses, tout, voilà, comme un programme informatique où on aurait couvert toute la logique du langage. Ils vont pas s'apercevoir que, au final, l'intelligence au milieu comprend pas ce qu'elle dit au final. Et la réflexion qu'il y a là derrière, c'est est-ce que l'intelligence artificielle est-elle réellement en train de penser ou est-ce qu'elle est en train de simuler cette action? Est-ce qu'on a vraiment une intelligence, une conscience, une intention là derrière? Ou est-ce que voilà, on répond à une demande en essayant de s'adapter à ce qu'attend la personne derrière? Donc on remet vraiment en cause ce test de Turing déjà avec cette première vision des choses qui du coup devient quand même assez limité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ça devient plus vraiment le test de prédilection. Bon, on le garde parce qu'on va se dire c'est marrant, on peut communiquer avec une machine, mais c'est plus, on va dire, vraiment intéressant de ce point de vue-là. Donc, pour caractériser ces différentes intelligences artificielles, il y a différents niveaux. Donc, par exemple, on va commencer par le Wake AI, qui est la simulation de certains processus mentaux isolés. C'est-à-dire qu'on va prendre une partie, par exemple, quand je vous disais dans le test de Turing, la parole. Après, ça peut être, par exemple, la reconnaissance d'images sur Google, ça peut être tout un tas de choses. Donc vraiment sur un processus isolé, on crée une petite intelligence uniquement sur cette partie-là. Voilà, ça reste assez simple. La deuxième, c'est la Strong AI. Donc plus complexe, on essaie de créer un comportement intelligent complet, donc qui couvre l'ensemble. Voilà, on croit que la personne est consciente en face.
On peut prendre ce programme, l'installer sur n'importe quel ordinateur qui peut l'exécuter, on aura cette même conscience, et du coup, au final, on arrivera à avoir une conscience qui serait un peu notre propre esprit dans une machine. Donc ça, c'est l'idéal. Le problème, bon, ça paraît un peu simple comme ça, mais on peut imaginer un cas assez simple. Si on prend notre intelligence artificielle, voilà, on est sur Terre, et lors de son installation, on lui dit, bon, bah voilà, Steve Jobs, c'est celui qui a créé Apple. Bon, c'est simple, c'est bête, on lui demande juste de savoir ça. Mais on prend cet ordinateur et on l'envoie dans l'espace, dans une fusée, pour une raison quelconque, il ne faut pas chercher à comprendre, c'est de la philosophie. Et euh, un peu plus tard, on interroge ce serveur, mais le problème, c'est qu'à l'autre bout, dans une autre galaxie, on a un autre Steve Jobs qui dirige une autre société qui s'appelle Apple, mais qui n'ont absolument rien à voir l'un avec l'autre. Et on interroge cet ordinateur. Qu'est-ce qui va se passer? Le problème, il n'y a pas de liaison, il ne va pas savoir. On ne peut pas dire, par exemple, que le Steve Jobs de notre planète peut être le dirigeant de l'autre Apple de l'autre planète ou vice-versa. Il faut vraiment avoir être ancré par rapport à l'environnement, c'est-à-dire qu'on ait la conscience de ce qui se passe autour de nous, d'avoir certaines liaisons, certaines affinités, tout un tas de choses qui peuvent être liées à ça. Donc c'est ce qu'on appelle la Strongish AI. Donc c'est une intelligence plus forte que ce qui pourrait nous paraître anodin, donc qui prend en compte tout l'environnement autour de ça. Bon, après, comme je vous disais, pour comprendre tout ça, qu'est-ce qui nous permet en tant qu'humains de pouvoir on va dire, assimiler, comprendre ces informations, au final, c'est notre esprit. Donc, ce que je vais faire, je vais vous proposer différents concepts philosophiques qui sont encore d'actualité aujourd'hui, qui peuvent être très anciens ou plutôt modernes, mais bon, ils peuvent être corrélés, ils peuvent être opposés. C'est à vous de vous faire votre idée. Il y a pas, parce que l'esprit, pour l'instant, on ne sait pas vraiment encore ce que c'est, on n'arrive toujours pas à le déterminer. Donc, un des premiers à avoir réfléchi là-dessus, c'était Descartes. Donc, Descartes, ce qu'il a fait, c'est le dualisme. Donc, c'est des théories de relation entre l'esprit et le corps. Qu'est-ce qu'il a fait? En fait, bon, faut enlever totalement notre idée de maintenant qui est avec des films de science-fiction, avec tout ce genre de choses. C'est vraiment, on remonte au XVIIe siècle, on n'a pas du tout de science-fiction ni rien, et il s'est dit, je remets tout à zéro, je fais table rase sur tout ce que je sais et je me remets totalement en cause. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Ce moi, c'est-à-dire l'âme par laquelle je suis ce que je suis, est entièrement distincte du corps. C'est-à-dire, il s'est rendu compte, voilà, que son âme était désolidarisée de son corps. Pour lui, il y a une âme, un corps qui sont totalement distincts. Et il se considérerait lui-même qu'en n'ayant pas de main, point d'yeux, point de chair, point de sang, n'ayant aucun sens, mais croyant simplement avoir toutes ces choses. Donc, c'est-à-dire qu'il pense être dans une sorte de simulation. Est-ce qu'il y a sa pensée, mais son corps n'est pas vraiment lui? Donc, ce qu'il a conclu, c'est je suis, j'existe, c'est nécessairement vrai. Donc, du fait qu'on pense, on existe. Mais c'est dans notre esprit. Par contre, on peut douter de notre corps. Donc, du coup, on en revient à qu'est-ce qu'on peut douter donc, de l'existence de notre corps, parce qu'on peut, comme disait Descartes, être dans une simulation. Mais à l'inverse, on ne peut pas douter de l'existence de notre esprit. Voilà, on est là, on pense, quoi qu'il se passe, quoi qu'on puisse simuler ou inventer, on est toujours en train de penser. Et donc voilà ce que je disais, on a vraiment le corps et l'esprit qui sont deux choses distinctes. Le cerveau qui serait le support de l'intelligence, et selon Descartes, ça serait la glande pinéale qui fait une relation avec l'esprit. Donc, je pense que ça a dû vous rappeler un film assez célèbre que beaucoup de gens ont dû voir, je sais pas, des noms comme ça. Exactement, Matrix. Donc, où on voit Morpheus qui laisse choisir à Neo, est-ce que tu veux garder juste ton âme dans cette simulation, ou à l'inverse, revenir dans ton corps, reprendre le contrôle sur toi-même. Donc voilà, ils sont largement inspirés des travaux de Descartes. Une autre théorie, c'est le behaviorisme. Donc, je pense que tout le monde a dû voir des petites expériences où on voit des rats qui doivent appuyer sur des leviers, des pigeons qui appuient sur des boutons, des choses comme ça, pour avoir en récompense de la nourriture ou à l'inverse, s'ils n'appuient pas au bon moment, ils reçoivent un électrochoc, etc. Donc le but, c'est vraiment de conditionner la personne ou l'animal pour avoir une récompense ou pour ne pas avoir de problème. Et par conséquent, de modifier son esprit. C'est-à-dire que voilà, on modifie par exemple les sensations de faim, de tout ce genre de choses pour arriver à moduler l'esprit, moduler tout ça. Donc, si petit souci par rapport à tout ça, c'est qu'on a beau avoir analysé le cerveau sur tous ses côtés, essayer de le conditionner, essayer de modifier dans le cerveau, faire des lobotomies, tout ce qu'on veut, on n'a toujours pas trouvé de zone qui affecte directement l'esprit et la conscience. Pour l'instant, on n'a pas de réponse à ça.
Bon, petit film, orange mécanique, c'est conditionner la personne, qu'est-ce qui se passe au final? Bah, ça ne fonctionne pas, on reste le même. Autre théorie, la théorie de l'identité. Donc, pour, pour simplifier, en fait, là, c'est l'approche complètement opposée. C'est-à-dire que chaque sensation, la faim, la douleur et ce qui crée notre esprit, ça serait juste un processus de survie, quelque chose qui nous aide à avancer, à être nous-mêmes et à sauver notre corps, on va dire. Et donc, U.T. Place, celui qui a mis en place cette théorie, bon, c'est un peu glauque vu comme ça, mais dans l'université où il enseignait, a mis une grosse armoire avec son cerveau à l'intérieur et avec une question en dessous, est-ce que ce cerveau contient la conscience d'U.T. Place? Donc, est-ce que vraiment la conscience est liée physiquement au cerveau, donc liée à tous ces processus neuronaux, les neurones, etc., qui sont interconnectés? Ou à l'inverse, est-ce que c'est totalement détaché et ce cerveau-là, bah, c'est juste de la matière morte et qui ne sert à rien? Donc, bon, ça semble un peu abstrait, mais on arrive vers quelque chose d'un peu plus concret par rapport à l'intelligence artificielle, qui est le fonctionnalisme ou le computationnalisme. Je vais y arriver. Donc, c'est vraiment issu des premières recherches en intelligence artificielle. Ça se base sur des entrées et des sorties, et qui considère l'esprit vraiment comme un processeur, un moyen de calculer, et la pensée comme le calcul en lui-même. C'est-à-dire que voilà, bon, moi j'arrive, je sens, je touche quelque chose, j'ai un odorat, j'ai de la peur, mais tout ça au final, ça pourrait s'informatiser, ça pourrait devenir juste des entrées, sorties, du calcul. C'est, on va là, input, output, comme je le marque sur les diapos. Bon, alors, on a beaucoup de sens, on a beaucoup de façons de voir, de percevoir les choses, d'entendre, de sentir, de l'écoulement du temps, etc. Je vais me focaliser sur la vision, parce que bon, on a quand même pas mal d'algorithmes d'intelligence artificielle qui travaillent là-dessus, par exemple la reconnaissance d'images sur Google ou tout ce genre de choses. Et bon, bah, c'est aussi quelque chose qu'on vit tous tout le temps. Alors, la perception. J'ai même pris les petits avec ma jolie orange. Donc, qu'est-ce qu'on voit là-dedans? Bon, vous allez me dire, c'est simple, une orange. Et qu'est-ce qu'on perçoit dans cette orange? Bah, sa couleur. Sa couleur qui est, comme son nom l'indique, orange. Bon, bah, ça c'est un objet assez simple. Par contre, si je sors un objet totalement inconnu, sur quoi on va se baser? On va se baser sur ses formes, on va se baser sur ses couleurs, mais on va toujours devoir donner un nom. Donc c'est lié à notre savoir, c'est lié à tout un tas d'informations qu'on a pu avoir tout au long de notre vie. Donc ça reste aussi quand même assez interne et propre à notre langage. Si on ne sait pas parler, on ne sait pas dénommer une chose, on ne sait pas expliquer ce que c'est, ni forcément la concevoir. D'ailleurs, petite anecdote, par exemple, pour les personnes muettes, ils prennent des cours ils accroissent leur vocabulaire des signes pour pouvoir mieux penser et s'exprimer sur différents objets ou différents concepts qu'ils ne pourraient pas faire sans ce langage-là. À l'inverse, on a les hallucinations. Donc, par exemple, on est perdu dans le désert, on voit un mirage, ou j'en sais rien, quelqu'un qui a pris une drogue, ou etc. Qu'est-ce qui va se passer? Bah, de la même façon que je vois mon orange là, en processus mentaux, on peut vérifier par IRM, il se passera exactement la même chose. Les mêmes zones vont être stimulées dans le cerveau, les mêmes reconnaissances de couleurs, les mêmes reconnaissances de formes. Et au final, bah, cet orange qui là me paraît externe, là, elle n'existe pas. Et qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est totalement interne. Donc, au final, est-ce que je l'aperçois vraiment à l'extérieur ou est-ce que je l'aperçois moi-même? Ça reste une question assez complexe. Bon, on n'a pas vraiment de réponse aujourd'hui. Je reviens sur mon orange. Donc, bon, bah, elle est orange. Pourquoi est-ce qu'elle est orange? Déjà, bah, c'est par rapport à ses pigments. Donc, bah, le soleil arrive dessus, reflète, va dans mon œil, ses pigments altèrent la couleur, le reflet n'est pas totalement pareil. Le problème, on peut dire par exemple qu'est-ce qui... Bon, c'est écrit sur la diapo, je ne vais pas vous poser la question. Les daltoniens, les animaux vont par exemple pas forcément voir les mêmes couleurs. Le rouge, le bleu, le vert, c'est pas des couleurs qui peuvent être vues par tout le monde. Les animaux, il y en a certains qui peuvent voir en monochrome, d'autres qui peuvent voir que quelques nuances de couleurs. Si je mets mon orange en pleine lumière, vous allez bien la voir. Si je la mets à l'ombre, vous allez la voir d'une autre couleur. Bon, les couleurs peuvent beaucoup changer. Donc voilà ce que je disais, on a donc ces propriétés qui changent la lumière. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose qui peut dire que mon orange est orange? Donc, bon, bah, je vais vous exprimer aussi bien Paris que Lyon. Qu'est-ce qui, pour vous, peut faire que cet orange est orange, mis à part la modification des pigments, la réflexion de la lumière, ce genre de choses? Quand on met pas mes slides. Bon, Paris, non, pas d'idée? Non, vous êtes abasourdi par ce que je vous raconte. Je vais prendre un exemple assez simple. J'ai un verre dans ma main. Qu'est-ce qui va se passer si je le laisse tomber?
Ouais, merci Quentin. Il va se casser. Pourquoi il se casse? Quelle est la propriété de ce verre qui le fait se casser? Oui, mais ça pourrait être de la porcelaine ou autre. Qu'est-ce qui fait que certaines matières cassent? Voilà, c'est la fragilité. Et la fragilité, au final, qu'est-ce que c'est? Je tourne. C'est une prédisposition des choses à casser. C'est-à-dire que je lâche mon verre, il a 99% de chances de se casser. Pas forcément, s'il tombe sur un certain angle, il peut ne pas casser. Et ce qu'on peut voir de la même façon, c'est que mon orange, ben, si on l'aperçoit orange, c'est peut-être tout simplement parce qu'elle est prédisposée à paraître orange pour des personnes normales, dans des lieux normaux, sous un éclairage normal. Si on va dans un supermarché et qu'on demande un citron vert, je pense pas que la personne va vous répondre, bah non, les citrons sont jaunes, les citrons verts, ça n'existe pas, tu te fous de ma gueule. On va vraiment, cette couleur, c'est pour tout le monde la même chose, hormis par exemple pour les daltoniens, mais c'est parce il manque certains capteurs dans leur rétine. C'est tout simplement ça. Les animaux, on peut voir plus de couleurs ou moins de couleurs, c'est pareil, c'est juste des propriétés en plus ou en moins, mais on garde toujours cette prédisposition à avoir cette couleur-là. Donc, bah, je vais conclure sur les couleurs de mon orange. Donc, pourquoi du coup elle est orange? Bah, c'est ses pigments, comme je le disais, la réflectance, donc c'est-à-dire les rayons qui se reflètent et qui viennent vers moi, et du coup sa prédisposition à être orange pour des personnes normales dans des conditions normales. Donc ça s'apparente aussi à des machines, suivant les capteurs qu'on peut leur mettre dessus, ils vont pouvoir percevoir les couleurs différemment, mais on l'aura appelé orange, ça sera considéré orange, et tout le monde percevra ce orange, hormis certains cas, de la même façon. Alors, petit jeu. On a de cette image en noir et blanc, et je vais vous montrer une autre image avec des couleurs inversées. Donc je vais vous laisser regarder ça quelques instants. Et là, je reviens sur mon image d'avant, et normalement, pendant quelques secondes, vous avez dû voir les couleurs. Pourtant, l'image est en noir et blanc, on peut refaire le test. Là, on a la couleur, je repasse dessus, pendant quelques instants, on a vu l'image en couleur. Pourtant, elle ne l'est pas. Donc, au final, d'où viennent ces couleurs? C'est notre cerveau qui l'invente? C'est une persistance rétinienne? Qu'est-ce qui s'est passé dans notre cerveau pour pouvoir inventer des couleurs sur une image sans couleur? Bon, je reviendrai un peu plus tard là-dessus. Il y a peut-être certaines explications. Voilà, j'ai fini pour cette partie philosophique. Donc, j'espère que vous n'avez pas trop endormi, mais ça pose quand même quelques bases pour la suite. Donc, on va partir un peu plus vers la conscience et l'expérience. Donc, comment on qualifie ça? Donc, c'est ce qu'on appelle les qualia. Les qualia, qu'est-ce que c'est? C'est, bon, bah, je reviens sur mon orange parce que je l'aime bien. Bon, bah, je la vois orange. Mon orange, bah, voilà, c'est cette couleur que je vois. Après, bon, est-ce que ça serait pas comme notre petit bonhomme, qu'il voit sa fraise de cette couleur rouge, mais est-ce que la façon de vous de voir, bon, bah, dans ce cas-là, mon orange, serait pas comme moi je perçois le vert? Qu'est-ce qui nous dit que dans notre cerveau, dans notre processus mental, ce qu'on nous a appris depuis tout petit en nous disant ça s'appelle orange, on le perçoit dans notre tête de la même façon qu'une autre personne? Est-ce qu'on ne le percevrait pas comme le vert, comme le bleu de quelqu'un d'autre? Ouais, c'est pareil pour les sons, c'est pareil pour tout, hein. Je reste sur la vision dans ce cas-là. Mais voilà, ça reste un sujet de débat. On n'a rien qui, pour l'instant, permet de savoir vraiment ce qui passe dans notre tête. C'est pareil, bon, je reviendrai aussi un peu plus tard sur les intelligences artificielles. On a cette perception, on sait que c'est la nôtre, elle est propre à nous, mais pour les autres, ben, on sait malheureusement pas du tout. Donc, pour expliquer ça, il y a Nagel qui s'est posé une question. Qu'est-ce que ça serait d'être une chauve-souris? What is like to be a bat? Donc, on pourrait imaginer, tout le monde peut imaginer d'être une chauve-souris dans un rêve, dans n'importe quoi. Voilà, on vole, on a nos petits sonars, on crie, etc. Mais au final, on s'imagine en tant qu'humain avoir cette expérience, donc avec notre réflexion, avec, bah voilà, là on est en train de faire un truc sur la conscience. Si d'un seul coup, pour vraiment savoir ce que vit la chauve-souris, il faudrait être une chauve-souris. Et à l'inverse, cette chauve-souris, bah, elle ne va pas se demander ce que c'est d'être la conscience, elle en a strictement rien à foutre de ce que je suis en train de raconter. Donc, on ne peut pas vraiment savoir ce qui se passe dans la tête de quelqu'un. Là, je donne deux exemples extrêmes, mais de la même façon, je ne peux pas imaginer d'être, je ne sais pas, Romain, parce qu'il est en face de moi avec son portable. Je ne peux pas imaginer ce qui se passe dans la tête de Clément qui s'ennuie. Je peux pas. On peut supposer, mais on peut vraiment pas savoir ce qui se passe dans les processus mentaux. Et c'est vraiment propre à chacun, voilà, tout ce qui se passe à ce niveau-là. Bon, toujours sur les couleurs, un autre exemple, c'est par F. Jackson dans les années 80, Black and White Marie. Donc, c'est vraiment que de la spéculation. Il s'est inventé un univers
où il y aura une scientifique qui sait absolument tout sur le fonctionnement des couleurs, de la perception, voilà, tout comment fonctionne. Il n'y a vraiment rien qu'elle ne peut pas savoir à ce niveau-là. Mais le seul problème, c'est qu'elle a toujours été enfermée dans une pièce où tout est en noir et blanc. Donc, elle sait absolument comment fonctionne la couleur, sauf qu'elle ne l'a jamais vue. Et un beau jour, ben, on la laisse sortir, elle découvre le monde en couleur. Donc, qu'est-ce qu'elle pourra avoir comme réaction? Elle aura deux possibles réactions. La première qui sera un émerveillement, mais wow, j'aurais jamais cru que les couleurs seraient ainsi, je suis vraiment surpris, je m'attendais pas à ça. Ou à l'inverse, bon, bah, je suis déçu, je m'attendais à plus, on m'a tellement raconté sur les couleurs, ça semblait extraordinaire, mais bof. Mais le problème, c'est que dans ces deux cas, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est que on a quand même un nouveau truc qui est arrivé au final, qui est l'expérience. J'ai expérimenté de voir ces couleurs. Et donc, on revient au qualia, c'est-à-dire que chaque personne a son expérience des couleurs, et sans ça, ben, si on l'a jamais expérimenté, on restera toujours en manque d'une information. Même si on peut savoir tout physiquement sur comment ça se passe, si on n'a pas vécu l'expérience de cette perception, eh ben, on n'aura aucune idée de comment ça pourrait être. Pour conclure cette partie, il y a un philosophe que j'ai beaucoup apprécié qui a fait une conférence sur TEDx, donc David Chalmers, sur le problème difficile de la conscience. Donc je vais citer cette petite partie parce que je trouve ça vraiment intéressant. En ce moment même, il y a un film qui passe dans votre tête. C'est un incroyable film multipiste. Il vous passe ce que vous voyez et entendez en ce moment même en image 3D et avec le sens surround. Mais ce n'est pas tout. Votre film a de l'odorat, le goût et le sens du toucher. Il vous fait ressentir votre corps, la douleur, la faim, les orgasmes. Il a des émotions, la colère et le bonheur. Il a des souvenirs comme des scènes de votre enfance qui se jouent devant vous. Et il y a cette voix off permanente dans votre flux de pensée consciente. Le centre de votre film, c'est vous, en train de faire l'expérience de tout ceci. Ce film, c'est votre flux de conscience, le sujet qui fait l'expérience de l'esprit et du monde. Donc voilà, c'est vraiment pour lui, de la même façon qu'on va au cinéma, qu'on crée de plus en plus, on essaie de se projeter dans une nouvelle réalité, mais est-ce qu'on ne serait pas nous-mêmes, on va dire, le visionneur du film de notre vie, du film de notre expérience et du film de notre conscience? Donc j'ai vraiment apprécié ce point de vue-là, c'est pour ça que je tenais à vous le citer. Après, il y a une un peu plus longue sur tout ce qui est conscience. Si ça vous intéresse, c'est en ligne. Bon, alors c'est bien beau tout ce que je vous raconte depuis tout à l'heure, alors il faut peut-être mettre un peu tout ça en pratique. Alors, Turing, dont je vous parlais tout à l'heure, bon, mis à part avoir fait le test de Turing, il a fait beaucoup de choses. Il a aidé pendant la guerre à déjouer des codes, à faire de la cryptographie, enfin tout un tas de choses. Et il a aussi fait le concept d'une machine, la machine de Turing. Qu'est-ce que cette machine? C'est quelque chose de relativement simple qu'on peut fabriquer avec n'importe quoi. Il y en a même qui sont amusés à faire avec des Legos ou avec des bouteilles, avec des composants informatiques. On pourrait imaginer le faire avec des neurones ou absolument tout. Bon, le principe est simple. On a une grande bande, supposément infinie, et une tête de lecture qui se déplace sur cette bande-là et qui peut écrire ou effacer une donnée. Et on a un registre qui tient l'état complet de la machine. Donc, bon, je vous laisserai vous renseigner si vous voulez avoir un peu plus là-dessus, mais le but de cette machine et ce concept-là permet théoriquement de calculer absolument, d'avoir le résultat d'absolument n'importe quel programme calculable. On peut lui poser n'importe quelle équation, n'importe quelle question, même normalement quelle est la grande réponse de la vie et de l'univers, et il va nous répondre au bout d'une infinité de temps avec une infinité de bandes, la réponse, bon, peut-être 42, on ne sait pas, bref. Bon, parallèlement à ça, je tenais aussi à vous expliquer le fonctionnement du cerveau. Bon, on a notre machine, on a notre cerveau, il faut essayer de voir un peu comment fonctionne tout ça. Donc, notre cerveau, comment c'est fait? On a à peu près 86 milliards de neurones, c'est énorme, qui chacun ont 7000 dendrites. Donc, les dendrites, c'est ces petits fils au bout. Ces dendrites se connectent aux synapses, qui sont à peu près 10 000. Donc, on a 7000 fois 10 000 connexions par lot de neurones, ce qui fait un nombre à peu près extraordinaire de connexions simultanées. Et l'information de ces neurones se déplace à 120 mètres par seconde, en sachant que les neurones, c'est absolument tout petit, donc on a une vitesse absolument fantastique de connexion de tout ça. Et petite précision, parce qu'il y a une légende qui circule depuis longtemps et qui est totalement fausse, comme quoi on utiliserait seulement 10% de notre cerveau. C'est totalement faux, on utilise 100% de notre cerveau. Tout est utilisé, à plus ou moins haut régime, mais il n'y a aucune partie de notre cerveau qui n'est pas utilisée. Bon, un peu plus technique, digital ou analogique, série ou parallèle. Un ordinateur, qu'est-ce que c'est? C'est du traitement digital rapide, avec très peu de parallélisme. On commence à faire un peu de multicore, on commence à faire pas mal de choses comme ça, mais par rapport aux 86 milliards de neurones qu'on a dans le cerveau, c'en est très loin.
Le cerveau, lui, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est un traitement digital, c'est-à-dire que nos neurones vont chacun s'activer ou non, mais c'est un peu plus complexe que ça, parce qu'ils ont aussi un traitement analogique. C'est-à-dire que chaque synapse, je vais revenir sur le dessin d'avant, qui vont, qui vont se connecter ici, vont envoyer un nombre variable entre 0 et 1, et c'est l'ensemble de ces connexions qui, arrivées à un certain seuil, vont déclencher le neurone d'après. Et bon, après, on peut aussi avoir différents neurones. Et bon, je reviens. Voilà, le neurone s'active. Donc, ça crée quand même une vitesse de traitement assez lente. Bon, comme on voyait, 120 mètres secondes, ça paraît rapide. Après, par rapport à l'électricité dans un ordinateur, bon, on peut quand même aller un peu plus vite dans un ordinateur. On lui pose un calcul ultra complexe. Tout le monde sait que notre cerveau va prendre plus longtemps à le calculer. Mais à l'inverse, on peut faire beaucoup de choses. On peut coordonner nos mouvements, on peut faire tout un tas de choses en parallèle, que l'ordinateur va faire son premier calcul, son deuxième calcul. Bon, s'il y a plusieurs corps, il va pouvoir en faire quelques-uns en même temps, mais il va pas pouvoir aller bien plus loin. Et à l'inverse, nous, l'humain, on va être un peu plus limité. Par exemple, sur le langage, là, je vous parle, je peux pas parler plusieurs phrases en même temps. Vous pouvez pas entendre plusieurs phrases en même temps. Là, on est vraiment sur un processus qui va être en série. Et gros point fort aussi de notre cerveau, je pense que tout le monde a appris à faire du vélo, a appris à faire de la guitare, a appris à faire tout un tas de choses. C'est ce qu'on appelle la plasticité neuronale, c'est-à-dire que plus on active une zone dans notre cerveau, plus cette zone va être renforcée et plus elle pourra faire rapidement les traitements. Et à l'inverse, si on n'en fait pas pendant longtemps, on va perdre cette habitude. Et bon, on dit que tout le monde sait faire du vélo, mais si vous refaites du vélo au bout de 80 ans, je pense que vous allez tomber. Du coup, qu'est-ce que les scientifiques ont fait? Ils ont vu le fonctionnement d'un ordinateur basique avec quelques multicorps, etc. Ils ont vu le fonctionnement du cerveau avec des milliards de neurones. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont essayé de simuler ça dans un ordinateur. Donc, dans quel but? Déjà, c'est de simuler le cerveau humain, essayer de comprendre un peu comment ça fonctionne là-dedans, ou que ce soit humain ou animal, hein, d'ailleurs. Et grosse particularité qu'on ne faisait pas jusqu'à présent, c'est qu'au lieu de programmer l'intelligence artificielle, on l'entraîne. C'est-à-dire, par exemple, pour Google, ils vont lui montrer tout un tas d'images avec des chiens, des chats, des têtes, etc. Et ils vont leur poser des questions. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un chien? Est-ce que c'est un chat? Est-ce que c'est un cheval? Et bon, l'ordinateur répond. Il va montrer une image de chien et il va dire c'est un chien. Il va faire c'est bon. Le deuxième coup, il va lui montrer une image de chien. Il va dire c'est un cheval. Il va faire non, c'est faux. Et là, qu'est-ce qu'ils font? C'est ce qu'on appelle le backpropagation, c'est-à-dire que ça va remonter sur toute la file des neurones qui ont fait l'erreur donc de calcul, donc en distinguant la forme, en distinguant, je sais pas, les poils, les couleurs, etc. Et lui dire, oublie ce que tu viens de nous dire, retraite cette image et jusqu'à avoir le bon résultat. Et petite particularité aussi, comme je disais tout à l'heure sur les qualia, où on ne peut pas savoir ce qui se passe dans la tête de quelqu'un d'autre, ceux qui conçoivent des machines d'intelligence artificielle, bon, ils savent le gros du fonctionnement des composants, mais alors comment la machine réfléchit, ils n'en ont strictement aucune idée. C'est vraiment la machine qui s'est entraînée, qui a fait ses liaisons, qui a fait ses processus, mais voilà, on ne sait pas plus vraiment comment ça fonctionne. On pourrait s'amuser à le décortiquer, mais ça prendrait des années et des années, ça serait vraiment complexe. L'année dernière, il y a un projet qu'on fait Google qui m'ont beaucoup amusé, c'est le Deep Dream. Donc, qu'est-ce que c'est? En fait, ils ont soumis des images assez simples à Google et ils lui ont baissé totalement son seuil de tolérance en reconnaissance et ils lui ont dit, imagine un peu ce qui se passe. En gros, simule nos rêves, qu'est-ce qui se passe dans notre pensée qu'on est en train de dormir. Et bon, ça donne un truc assez psychédélique, assez étrange. Je vais expliquer un peu ce qui s'est passé. Alors, on peut voir plein de piafs, des chiens, des chats, des bâtiments, etc. Pourquoi on voit ça et pas d'autres choses? C'est parce que quand ils ont entraîné leur machine au tout début, ils leur soumettaient que des images de chiens, de chats et de bâtiments. Et du coup, l'ordinateur est tellement habitué à reconnaître ces choses-là, et puis aussi pour ses algorithmes de recherche, parce que c'est ce qui est le plus présent sur le net, que quand on lui dit de rêver, il y a des têtes de chiens et de chats qui apparaissent de partout. Après, dans un autre sens, est-ce que quand on rêve, on ne fait pas à peu près la même chose? Est-ce qu'on n'est pas en train de resimuler ce qu'on a pensé depuis ce qu'on a vécu dans notre journée, ce qu'on a vécu depuis qu'on est né? Est-ce qu'on ne commencerait pas à avoir un début de conscience également? Ça reste un sujet de débat. Alors, ce que je vais proposer, parce que je commence à en avoir un peu marre de parler, c'est que ce soit vous qui preniez la parole, sauf si personne ne le fait, je le ferai tout seul, et qu'on essaye de répondre ensemble aux différentes questions que j'ai pu noter ici. Donc, je ne sais pas si un volontaire sur Paris ou sur Lyon pour la première question, pour donner son point de vue. Il n'y a pas de réponse fausse, comme je disais, pour l'instant, je vous ai donné des théories, je vous ai donné tout un tas de choses. C'est vraiment de l'interprétation libre, donner son opinion et en débattre. Je pense que ça peut être assez intéressant qu'on ait le point de vue de différentes personnes, parce que je vous ai exposé en partie le mien, j'ai exposé celui de certains philosophes. Après, bon, chacun a un peu son opinion. Est-ce que quelqu'un a envie de répondre à la première question?
Qu'est-ce qu'une machine ne pourrait jamais faire et pourquoi? Guillaume, t'es motivé? Attends, faut que tu aies le micro, ils entendront. Une machine, pour moi, elle pourra jamais aller à la vitesse de la lumière, parce qu'on ne peut pas aller plus vite que la lumière. Ah, ça marche comme ça pourtant, ça marche à l'électricité. Non, mais une machine. Ah, oui, la vitesse. Bon, effectivement, on ne pourra pas se déplacer plus vite que cette vitesse. Peut-être, on pourrait. Il y a certaines théories qui veulent... Alors, si, contre-exemple, Guillaume, bon, je sors complètement du cadre, mais ils sont en train d'essayer de faire des concepts pour distordre l'espace-temps autour de fusées, autre chose qui y jettent, et du coup pouvoir aller plus vite que la vitesse de la lumière dans cette modification de l'espace-temps. Donc techniquement, on pourrait, mais bref, on sort du sujet. Est-ce que quelqu'un d'autre a envie de s'exprimer là-dessus, dire, réagir à ce qu'a dit Guillaume ou d'autres idées? Après moi. Vous m'entendez à Lyon là? Ouais, parfaitement. Ok, ça marche. Une machine ne pourra jamais avoir de sentiments? De sentiments. D'affection pour D'affection. un autre? Donc du coup, on reviendrait à dire que voilà, la conscience serait purement humaine, que les sentiments, par rapport à l'inverse de la théorie de l'identité, ça serait pas pour la survie. Ça serait vraiment quelque chose de... Ça se respecte, hein, je dis pas que c'est faux, mais donc on va à l'inverse de la théorie de l'identité. C'est-à-dire, voilà, on a la conscience est hors du corps, on se rapproche un peu du dualisme de Descartes. Et bah voilà, on a notre esprit, on a notre corps, mais qui ne sont pas liés et qui au final, bon, bah, on a peut-être une incarnation, tout un tas de choses. Bon, on peut rentrer après dans les divinités, je ne vais pas m'étaler là-dessus non plus, mais ok, c'est un point de vue. Quelqu'un veut réagir? Quelqu'un veut compléter? Ou on peut passer à la deuxième question si... Simon à Paris. Bonjour. Une machine ne pourra jamais se reproduire comme les humains. Se reproduire, bah, si tu copies le programme sur un disque, elle se reproduit, non? Et comment tu produis des spermatozoïdes en tant que machine? J'en parle un peu plus loin, tu réponds, tu commences à entamer la dernière question là. Ok. Ah ok, merde. Tu pourras la reposer sur la dernière si tu veux. Est-ce que quelqu'un d'autre Lyon? Karine avait quelque chose à dire. Si, Guillaume a parlé avec sa vitesse de la lumière. Bon, on va passer à la deuxième question, ça commence à durer 3 ans. Bon, on va reparler un peu sur un peu plus la conscience, etc. Si on parvenait à simuler l'ensemble de nos sens, de nos émotions, de la parole, etc. sur une machine, est-ce qu'on pourrait la considérer comme consciente selon vous? Est-ce que quelqu'un a un avis là-dessus? Vraiment, on caractérise tout ce qui nous fait d'être humain, nos émotions, nos sens, notre... Est-ce que ça inspire quelqu'un? Morgane veut prendre la parole. Ouais, on t'écoute. Ouais, tu prends en compte la conscience, mais est-ce que tu prends en compte aussi tout ce qui est subconscient justement ou inconscience? Donc pour rester typiquement là-dedans, on va parler de Freud. Cette capacité qu'on pourrait avoir à imaginer ou inventer des choses qui n'existent pas et même complètement modifier la réalité. Chose qu'une machine aujourd'hui sait pas faire. Bah, on l'a vu un peu tout à l'heure, par exemple, avec l'image de Google qui déforme la réalité. Bah, mon avis, c'est qu'on pourrait, comme j'ai montré, oui, justement, sur l'image tout à l'heure, on déforme la réalité. Ils ont incrusté des images de têtes de chiens, etc. C'est la machine qui l'a fait toute seule sur un paysage. Est-ce qu'au final, l'humain ne ferait pas la même chose? Moi, je ne sais pas si c'est ça ta question, mais pour moi, ça s'y apparente. On avait une question sur Lyon, ça s'exprime pas beaucoup. Attends, il y a quelqu'un ici. Attends, on fait le nom d'abord. Adeline. Ouais, moi, je me demandais si la question, on pouvait pas la prendre à l'inverse et se dire, est-ce que une personne qui a des troubles de conscience, je pense par exemple à certaines maladies comme la maladie d'Alzheimer, on considère qu'elle n'est plus humaine? Parce que pour moi, la réponse à cette question, elle est évidemment oui, parce que la conscience, c'est subjectif. C'est à partir du moment où une personne ou un objet est capable de se visualiser. Et en fait, on se rend compte que déjà, la partie qu'on considère, enfin, le fait qu'on considère que les humains ont une conscience, c'est très relatif. Il y a certaines situations dans lesquelles leur conscience est très altérée. Il y a des gens qui sont schizophrènes, qui ont alors qu'en est-il de leur conscience? Donc voilà, je pense qu'en fait, la question, on peut même la prendre à l'envers. C'est est-ce qu'on est bien sûr de comprendre ce dont on parle quand on parle de conscience? Je vais te répondre. Je vais aussi te poser une autre question. Même te mettre dans une situation. Tu es le matin, ton réveil sonne, tu te lèves, tu prépares ton café, tu t'habilles, etc. Et bon, bah là, tu commences à sortir de chez toi. Et au final, tu t'es pas rendu compte de ce que tu as fait. Est-ce que tu as été conscient pendant... Est-ce qu'il n'y a pas des moments, par exemple, le matin où tu te prépares, quand tu conduis, où tu n'as pas été conscient de ce que tu as fait? Est-ce que c'est qu'un problème de mémoire ou est-ce qu'au final, ton corps,
aurait été une sorte de zombie qui se serait déplacé et qui aurait acté tout seul sur cette période. Aurais-tu été conscient sur cette période-là? Et de la même façon, ces personnes malades sont peut-être conscientes par certains moments et pas sur tout. Est-ce que la conscience est permanente ou est-ce qu'elle est active que sur certains moments de notre vie pour nous aider, comme disait la théorie de l'identité, à survivre? C'est un point de vue. Je ne sais pas si ça... Ouais. Bon, Oui, mais mes questions sont progressives. Hein. On va aller sur la troisième. À moins qu'il y ait des questions encore sur Paris. Oui, tout à fait. Oui, c'est Adeline à Paris. Bonjour. Oui. Quand tu parles de conscience, est-ce que tu parles aussi de tout ce qui touche, on va dire, à la foi et à la moralité, c'est-à-dire la capacité à se projeter dans un avenir, à avoir conscience de ce qui se passe autour et être capable d'émettre un jugement? C'est même pas forcément de la conscience, parce qu'on peut prendre des animaux très simples, même des bactéries, etc., qui auront des notions d'évitement par rapport au danger ou des choses comme ça. Je pense que c'est vraiment un stimuli qui peut être, même certaines plantes. Il y a certaines plantes, par exemple, si on leur approche de la chaleur, elles vont refermer leurs feuilles, etc. Après, à quel point on peut mettre de la conscience, on peut dire dans un sens que ces plantes seraient conscientes, et à l'inverse, qu'elles n'ont pas de conscience et que c'est qu'un stimuli physique. Il y a les deux points de vue. Mon avis est partagé, je ne saurais pas trop répondre à cette question. Après, peut-être que quelqu'un a un point de vue là-dessus. Bonjour, Mohamed de Paris. Hein. Voilà, donc pour moi, en fait, la conscience, être conscient, en fait, c'est pouvoir faire des projets. Voilà. Nous, on est humains, on est conscients. Enfin, j'imagine que tout le monde est conscient ici. Et on fait des projets tout au long de notre vie. On sait parler de nous-mêmes. Donc voilà, je pense que c'est nécessaire pour dire qu'on est conscient. Alors, j'ai pas tout entendu ce que tu as dit. Ça semblait être une affirmation ou une question? Non, c'était une affirmation. C'est une affirmation, ouais, j'affirme. Ouais, ok. Bon. C'est comme ça. Voilà. Ça grésille un peu. Ok. Bon, allez, on va passer à la troisième question, autrement on va s'éterniser. Troisième question, c'est si on arrivait à simuler neurone par neurone l'ensemble du cerveau d'un humain, par exemple le mien ou celui de n'importe qui ici, à un instant T. Donc pile maintenant, on fige et on simule totalement le cerveau de cette personne. Est-ce que la simulation aurait les mêmes états de conscience que notre humain d'origine? Est-ce que vraiment, non. On a tout copié neurone par neurone, on a fait la même chose, on a fait un scan exact, molécule par molécule du cerveau de cette personne, on le simule. Est-ce que ça serait la même conscience? Est-ce que ça serait la même personne? Non. Karine veut parler à Paris. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Lors d'une réunion, donc Romain, tu me contredis ou pas, tu nous avais dit que tous les êtres humains avaient le même cerveau. Donc je suppose que oui. Pour répondre à la question. Romain? Tous les êtres humains avaient le même cerveau. Elle a dit que tous les êtres humains avaient le même cerveau. Et du coup, elles sont souvent... Oui, sauf que des fois, non. J'ai pas compris. Merci. D'autres réactions? Pour répondre à Karine, Simon de Paris toujours. On a tous le même cerveau, mais je pense qu'on n'a pas... Enfin, ton cerveau, il a un état. Il n'a pas forcément le même état que celui de la personne à côté. Donc je pense que... Quoi? C'est-à-dire que si tu copies les liaisons entre deux cerveaux... Bon, non, attends. Ouais, Jean-Marie de Paris. C'est juste, je pense, pour essayer de clarifier un peu la question, je pense qu'il disait si on copie, y compris l'emplacement des neurones de notre cerveau, donc chacun des neurones a un emplacement différent, déjà on n'a pas le même volume de cerveau, donc voilà, on est le même nombre de neurones au même endroit avec les mêmes connexions, donc du coup ce sera différent pour chaque personne, et en plus de ça, on prend à un instant T quel est l'état électrique de chaque neurone, et on reproduit ça dans une machine en fait. Donc c'est exactement ça, oui. Vraiment, ça reproduit au neurone près et à l'état près. C'est molécule pour molécule et on le simule dans un ordinateur. Est-ce que du coup on a la même conscience? C'était ça ma question, oui. Ouais, c'était juste pour clarifier ça. J'ai aucun avis, je passe la parole. C'était bien ça. Bon, Quentin voulait s'exprimer, je vais le laisser parler. Ah bah il voulait dire la même chose. Bon bah voilà, tu l'as devancé. Du coup, Benjamin à Paris. Je vais dire non plutôt à la question. Parce que la machine ne se trouve pas exactement à l'endroit pile où on est. Donc à partir de quelques millièmes de seconde, voire quelques secondes, on va commencer à avoir une différence dans le schéma du cerveau électrique et notre cerveau, puisqu'on n'est pas au même endroit. Donc la machine ne percevra plus ce que nous on perçoit, et du coup elle va se trouver modifiée différemment de nous. Et bien là tu as pris de l'avance parce que c'est ma question d'après. Donc je ne sais pas si vous l'avez lu. Du coup, ma question d'après, c'était si on disait oui pour la première partie,
et qu'on le duplique sur 2 ordinateurs à des endroits distincts. C'est-à-dire qu'on voilà, on a notre personne, on va dire qu'elle a le même état de conscience que notre humain, et on les met les deux à des endroits séparés sur la Terre. Qu'est-ce qui va se passer dans les secondes qui vont venir? Donc c'est exactement ce que tu viens de dire. Qu'est-ce qui va se passer? Bon, bah voilà, tu as donné ton point de vue. Est-ce que quelqu'un d'autre à s'exprimer là-dessus? Non, parce que c'est exactement neurone pour neurone, avec la même mémoire. Quelqu'un parle sur Paris? Je vous entends mal. Oui, allô? Oui. Allô? Oui. Oui, je suis là. Oui, c'est bon, je t'entends. Donc, en fait, je pense que c'est un fork, ok? Et donc, il évoluera différemment. Donc, on aurait deux entités. Du coup, on en avait une avant, et d'un seul coup, on devient sur deux entités, c'est ça? Voilà. Vu que si on considère qu'elle est consciente, donc qu'elle évolue elle-même, elle est autonome, donc elle fera peut-être pas les mêmes choix que la conscience a. Quentin avait une question, toi aussi. Bon, on a 2 questions sur Lyon, après je vous redonne la parole sur Paris si vous voulez. De mon point de vue, en fait, c'est dans les secondes qui vont venir. En fait, tout dépend de l'état, de l'environnement dans lequel on peut appeler ça un programme, ça exécute le programme. Si par exemple on est en cas de danger immédiat, de toute façon, on va forcément prendre une décision différente de celle qu'on prendrait si on est dans un environnement sécurisé. On le sait tous, les réactions justement primaires et primales induisent des états de stress qui changent notre manière de réfléchir. Fatalement, à partir du moment où on transpose deux IA, à mon avis, ou 2 cerveaux, ça revient au même, dans des endroits différents, à partir du moment où on allume les ordinateurs, ça change. On peut même faire un parallèle très simple, on met un ordinateur dans une salle surchauffée et dans une salle glacée, il y en a toujours un qui va aller plus vite que l'autre. Déjà, de fait, ça change. Donc, c'est effectivement pas la même chose. C'est 2 existences différentes. Oui. Un deuxième sur Lyon, et après, normalement, c'est bon. Moi, je suis tout à fait d'accord et avec ce qui a été dit juste avant. Et d'ailleurs, on pourrait le dire avec encore les humains, c'est-à-dire que si une personne se trouve dans un pôle glaciaire et la même personne se trouve dans un désert, elle n'aurait pas du tout le même fonctionnement. Et d'ailleurs, pour illustrer en fait cet état-là, il y a une série, je ne sais pas si vous connaissez, qui est Black Mirror et qui reprend exactement ce cas-là avec en fait exactement en fait ce point et qui est pas mal fait. Donc voilà, c'était juste un petit témoignage. Et petit aparté, la saison 3 de Black Mirror commence le 31 octobre. On va peut-être passer à la suite, parce que je pense que vous avez pas... Si vous avez encore des questions sur Paris ou vous voulez qu'on avance, vous voulez peut-être pas passer la nuit là-dessus non plus. Comme vous voulez. Si je vois encore une question, ouais. Quentin a une question. Allô? Ah voilà. Oui, on t'entend. Valentin de Paris du coup. Moi, non, on t'entend mal en fait. Ah. Je vais essayer de parler un peu plus fort du coup. Ouais, là c'est bon. Du coup, moi j'aurais une question pour toi. Oui. Est-ce que tu penses que la conscience, elle persiste après la mort? Donc on revient avec notre cerveau du T-Place avant. Alors, c'est vraiment mon point de vue personnel, t'attends ou... Par exemple? Après, avec tout ce que tu as vu? Mon point de vue personnel, bon, c'est un peu plus complexe que ça. Comment dire? J'aime beaucoup moi, un concept philosophique qui s'appelle le panpsychisme, c'est-à-dire que tout est conscience, de la moindre petit photon à la plus grosse entité, et que en fait, ça serait juste l'agglomération de ces petites consciences dans un être plus ou moins complexe qui va. Bon, c'est vraiment mon point de vue. Après, chacun est libre d'interprétation. Et c'est vraiment cette agglomération de conscience qui va créer ce qu'on est, ce qu'on va devenir et ce qu'on est. Et à la fin, si on est vivant, si on est mort, on se décompose, on redevient d'autres choses. Cette conscience qui peut du coup être un peu universelle ou n'importe quoi. Je parle pas de réincarnation ni rien, mais ça pourrait reformer d'autres choses. C'est mon point de vue. Voilà. D'accord. Voilà. D'autres réactions, Quentin? Bon, ok, je tourne. Je me fais engueuler par Quentin, on va à la suite. C'est bientôt fini, je vous assure. Alors, et ensuite, donc, c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce qui va se passer? Alors, il y a quelque chose qui me semble assez préoccupant qui s'appelle la singularité technologique. Donc, la singularité technologique, qu'est-ce que c'est? En fait, qu'est-ce qu'on peut s'apercevoir? C'est que depuis la création de la vie, il y a eu un long temps avant qu'on arrive aux premiers organismes avec plusieurs cellules.
Et puis petit à petit, les choses se sont accélérées. On a eu l'apparition des reptiles, des mammifères. Bon, après, il faut voir que l'échelle change de puissance, hein. Et petit à petit, bah là, on tombe tout en bas sur des dizaines d'années, voire des années, entre l'apparition de la radio, de l'ordinateur personnel. Et on a vraiment une accélération de tout ce qui se passe à ce niveau-là. Et bon, si on rapporte ça un peu à l'intelligence artificielle, bon, ceux qui étaient là au Mexity ont déjà dû voir cette présentation, mais je l'ai copiée. Je pense qu'on a un point de vue assez faux sur l'intelligence artificielle actuellement, parce que voilà, bon, on est l'humain un peu standard entre Einstein, entre l'abruti du village, et puis bon, on voit les tests en intelligence artificielle qui commencent un peu à simuler le comportement d'un oiseau, d'une fourmi, de tout ce genre de choses. Bon, on peut peut-être commencer à approcher un peu le chimpanzé. Ouais, ça paraît loin, c'est sympa, c'est des petits trucs, bon, c'est rigolo. Mais le problème, c'est que c'est un peu faux au final. Qu'est-ce qui se passe? C'est que, bah, déjà, entre un humain complètement abruti et Einstein, il n'y a pas tant d'écart que ça. Et l'humain se voit très très haut, alors par rapport à un chimpanzé, au final, on n'est pas si loin que ça. Et notre intelligence artificielle, qu'est-ce qu'elle fait? Bah, elle monte, elle monte, elle monte, et elle arrive bientôt vers nous, et elle va peut-être bientôt nous dépasser aussi. Alors, une illustration que j'ai beaucoup appréciée, c'est le lac Michigan, où ils ont pris la loi de Moore, donc, qui est que tous les 18 mois, on double le nombre de transistors, et donc par conséquent à peu près la vitesse de calcul, et on voit accélérer petit à petit. Donc, il se passe rien au début, et petit à petit, si on le met en fonction du temps, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, notre lac va se remplir d'un coup, et bah, d'ici 10-15 ans, on arrive... Ça, c'est l'équivalent, je crois que c'est la puissance de calcul des cerveaux de l'humanité, d'ici 2025, en puissance de calcul sur un ordinateur. Voilà, ça devient assez vite là, c'est ça qui fait un peu peur. Il y a pas mal de projets en cours. Donc, l'Human Brain Project, c'est un projet européen, donc c'est financé par les finances publiques et certains organismes privés, qui vise à faire, bah, comme je montrais tout à l'heure, une simulation complète du cerveau d'ici 2024. Donc bon, bah, pour l'instant, ça avance doucement. Je crois qu'ils ont réussi à simuler quelques millimètres du cerveau. Non, même pas nanomètres du cerveau. Bon, c'est pas grand-chose. Après, si on continue avec la même vitesse, ça pourrait aller très vite. Et il y a aussi des choses que bah, tout le monde utilise tous les jours avec Google Brain ou Facebook Research, qui va aller identifier la tête de vos potes sur leurs photos, qui va aller dire bah, là j'ai un chien, j'ai un chat, un peu comme on a vu tout à l'heure. Donc ça, c'est vraiment des projets d'actualité qui avancent aujourd'hui très vite. Et c'est aussi un peu le futur gagne-pain de ces sociétés. C'est-à-dire que bon, bah, le web, c'est bien aujourd'hui. Dans 10 ans, comment sera l'humain? Est-ce qu'il ne sera pas interconnecté? Est-ce qu'on sera encore sur des pages web? Et bah, ils voient 10, 20 ans en avance. Et du coup, bah, ils commencent à préparer des intelligences artificielles, tout ce genre de choses pour assurer, on va dire, leur survie financière sur le long terme. Et par rapport à tout ça, bah, il y a quand même pas mal de dangers. Il y a 700 scientifiques, dont Elon Musk, Stephen Hawking, je crois que aussi Bill Gates qui a signé. Enfin bref, il y a vraiment de grosses personnalités qui ont signé une lettre ouverte. Bon, je cite, étant donné le gros potentiel de l'intelligence artificielle, il est important d'étudier comment la société peut profiter de ses bienfaits, mais aussi comment en éviter les pièges. Et Stephen Hawking, bon là c'était à part, qui dit « Je pense que le développement d'une intelligence artificielle complète pourrait mettre fin à l'humanité. Celle-ci se redéfinirait de plus en plus vite et les humains, eux, limités par l'évolution biologique, ne pourraient pas rivaliser et seraient vite dépassés. » Donc c'est-à-dire que voilà, on a des machines qui avancent extrêmement vite, surtout si on continue de suivre l'évolution actuelle. Et à l'inverse, bah, nous, on est lié à notre processus biologique, ou alors après, il faudrait commencer à se greffer des choses dans le cerveau, etc. On serait lié à la machine. Mais dans tout cas, d'un point de vue biologique, on arrive à nos limites et il faudra des millions d'années, voire des milliards d'années pour progresser aussi vite. Après, on peut voir un petit parallèle quand même avec Stephen Hawking, qui, bon, bah, il est humain, mais bah, il est humain, mais il est dans une machine, il parle plus lui-même. Et la machine synthétise. Est-ce qu'au final, on est encore vraiment sûr que ce soit lui qui parle et ça ne serait pas la machine? Est-ce qu'on peut imaginer plein de choses au final? C'est plus un humain comme vous et moi, c'est vraiment, il est dans une machine, il est totalement assisté, il peut plus se déplacer, il peut plus rien faire. Il met en garde alors que c'est, je pense, une des fusions de machines les plus abouties qui existent actuellement. C'est assez... Bref. Bon, faut pas. Est-ce qu'on peut prendre peur? Est-ce que Skynet arrive? Quentin, vous voulez absolument que je mette ce diapo. Donc, voilà. J'espère pas. J'espère que les scientifiques vont essayer de prendre en compte, mettre des choses qui déconnectent l'intelligence s'il se passe quelque chose de mal, ou programmer, dire que l'humain passe en priorité aux machines, je sais pas. Bon, enfin bref, il y a tout un tas de réflexions à se poser là-dessus.
Une petite bibliographie, donc un bouquin qui est pour mon sac. Bon, bref, je ne le montrerai pas. Suzanne Blackmore, donc Introduction à la conscience. Ça traite vraiment de tous les sujets, voire même plus que ce dont j'ai parlé, donc qui est vraiment très très complet à ce niveau-là. Tim Urban, donc c'est quoi déjà? Ah si, c'est ce qu'on a suivi au Mix IT. C'était le Mix IT où on était? Ouais, au Mix IT, donc c'était un conférencier. Donc je me suis aussi basé sur les quelques slides où on voyait là, avec les singes, les fourmis, etc. Alex Brine, donc qui a fait les cours de philosophie du MIT que j'ai suivi. Et bon, un peu plus décalé, mais Timothy Leary, donc qui était un peu l'apôtre du psychédélisme dans les années 70, qui s'est complètement reconverti dans l'informatique et qui a un peu vu l'avenir d'aujourd'hui, il y a déjà de ça 20 ans. Donc qui a quand même fait des travaux réellement intéressants sur l'informatique. Voilà. Bon, bah, je vous remercie. S'il y a encore quelques questions ou autres, voilà. Une question. Quentin? Ouais, ok. Bon, bah, Quentin m'a dit j'ai le droit à 2-3 questions, s'il y en a qui veulent. Attends, il y a déjà une question. C'est à mon tour. On t'entend doucement, parle plus fort. Ok. C'est pas vraiment une question, c'était plus. Il y a Quentin qui parle en même temps, par contre. Okay. Répète. D'accord. Vas-y, je t'écoute. C'était pas vraiment une question, mais c'est plus dans ta dernière pour tes dernières slides, tu aurais pu parler d'AlphaGo pour citer le progrès. Oui, effectivement, c'est vrai que j'en ai pas parlé, j'hésitais, mais ouais. Et du coup, pour ceux qui connaissent pas, c'est l'intelligence artificielle en réseau neuronal qui a battu le meilleur joueur mondial au jeu de Go, donc qui est un jeu un peu plus stratégique que le jeu d'échecs. Et pour citer un peu la prouesse, il a réussi à sortir des mouvements qu'aucun joueur n'avait réussi à faire jusqu'à présent, enfin n'avait pensé à faire jusqu'à présent. Il a réussi à surprendre l'adversaire au jeu de Go. Donc c'est pour un peu donner l'idée de l'ampleur que ça prend. Et dans le même style, on a aussi dans une simulation aérienne aussi, l'ordinateur commence à battre les pilotes de l'air sur les simulations aussi. Mais ouais, voilà, ok. D'autres questions, informations? Guillaume sur Lyon. Et tu parles de l'intelligence artificielle, mais est-ce que le cerveau humain n'est pas aussi en train de continuer d'évoluer? Et est-ce que, enfin, je sais pas si on parlait des séries tout à l'heure, il y a une série qui s'appelle Sense8. Est-ce qu'on va pas vers un cerveau qui peut communiquer différemment et communiquer tous ensemble? Est-ce que c'est quelque chose qui, selon toi, peut être possible et est-ce qu'on n'irait pas un jour biologiquement vers ça? Biologiquement, oui. Sous combien de temps? On sera tous morts. Après, à l'inverse, qu'est-ce qu'on peut imaginer sur le court terme? Ça serait par exemple se greffer des puces dans le cerveau qui se connectent à Internet, qui permettent d'accéder à toutes les connaissances, qu'on ait Wikipédia en instantané, qu'on ait du coup toute cette intelligence humaine qui soit partagée entre tous les humains. Et par contre, si on commence à avoir ça, si on commence à avoir toute une intelligence partagée, est-ce que la conscience ne deviendrait pas aussi universelle d'un point de vue humain? Est-ce que toutes ces personnes connectées n'auraient pas aussi un partage de cette conscience? Donc d'un point de vue biologique, j'ai envie de dire non sur le court terme. Sur le très long terme, oui, mais je pense que l'espèce humaine sera éteinte d'ici là, où on sera passé à autre chose. Et d'un point de vue modification humaine, pourquoi pas? Sur les 20 prochaines années, on pourra peut-être voir des choses intéressantes à ce niveau-là. On arrive à commencer à faire voir des aveugles, à faire tout un tas de choses. Pourquoi pas après améliorer le cerveau aussi sur des compétences cognitives ou n'importe quoi, pourquoi pas. Romain qui avait une deuxième question. Alors moi je comprends ni les questions ni les réponses, donc ça c'est pas cool pour moi. Puis je vais pas faire de parallèle avec des séries parce que moi je suis resté bloqué sur Friends. Juste revenir en fait sur le côté intelligence qui va grandissant. Tu faisais référence tout à l'heure à Terminator, côté Skynet, etc. On n'a pas moyen de dompter cette intelligence, de la contenir, de la canaliser et de l'emmener là où on a envie de l'emmener? Alors pour répondre à ça, il y a une petite allusion aussi avec ma dernière diapo. Je ne sais pas si vous avez reconnu, mais c'est HAL de 2001, l'Odyssée de l'espace. Je vais revenir sur ce film un peu pour répondre à ta question. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce film? C'est qu'on a programmé un ordinateur en lui disant ta priorité principale, ça va être de faire réussir la mission, et ta priorité secondaire, ça va être de faire survivre les humains.
Et qu'est-ce qui va se passer? L'ordinateur va détecter qu'il y a une menace et que l'humain va pouvoir altérer la mission alors qu'il pourrait la réussir tout seul. Donc il essaye de se débarrasser de l'humain pour réussir la mission. À l'inverse, si dès le début l'ordinateur avait été programmé correctement en lui disant que ta première priorité est de sauver l'humain et après de faire la mission, on n'aurait jamais été dans ce cas de figure-là. Donc je pense que c'est vraiment une approche dans la programmation de la machine qui est à créer de... Vraiment, voilà, c'est dans les fondements de cette intelligence où il faut lui dire stop, c'est l'humain en priorité, et après tu fais tes règles et tes devoirs. Voilà, j'ai répondu. Et ça nécessite quand même ton adaptation pour contenir, en fait. Romain me demande s'il faut ton adaptation constante pour tenir. Adaptation à quel niveau? Pour pas se faire dépasser. Ah. Il faut que ça soit suffisamment puissant pour qu'on ne se fasse pas dépasser derrière. Mais on est déjà dépassé. Bon, il me dit qu'on ne peut pas être dépassé. J'ai envie de dire l'inverse, on est déjà dépassé. On te pose un calcul de maths, tu le poses à une calculatrice, elle répond plus vite que toi. Non, sur la vitesse, sur l'intelligence, c'est sur la décision. En fait, que eux ne décident plus pour nous. En fait. On a une capacité à décider et de les faire travailler pour nous, d'avoir l'informatique qui soit esclave en fait, de nous. Oui, oui, oui. Bah, et ça, je ne sais pas trop te répondre. On n'a pas la possibilité de le garder, ça. On va vraiment se faire niquer pour avoir le goût de ça. Ben, c'est la lettre ouverte par 700 scientifiques. Faut faire attention, mais on ne sait pas trop comment il faut faire. C'est on joue avec le feu et on peut mettre le feu à la forêt comme on peut garder notre feu de la vis. Est-ce qu'il ne faut pas avec ça? Non, actuellement, Clément demande si c'est pas trop tard. J'ai envie de dire non, parce qu'on est vraiment au balbutiement de l'intelligence. Pour l'instant, elles ne font pas grand-chose. Faut pas non plus tirer la sonnette d'alarme. Pour l'instant, on reconnaît des images. On n'arrive toujours pas à s'exprimer. On demande de faire un dessin en ordinateur, ça ressemble pas à grand-chose. Bon, on est encore loin d'être vraiment sur de l'intelligence. Je pense que c'est à réfléchir maintenant. C'est un cap décisif aujourd'hui. C'est aussi pour ça que j'en parle maintenant. Mais c'est à réfléchir pour l'avenir. C'est pas trop tard, mais faut pas tarder, quoi. Time over. Alors Quentin me dit une dernière question sur Paris et après time over. Oui, vous m'entendez? Oui, on t'entend. C'est Mathias, donc à Paris. Oui. Il y a deux aspects que tu n'as pas évoqués, c'est l'efficience énergétique et la capacité de reproduction, qui pour moi me semble être les limites. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un ordinateur ou une machine, une puissance quelconque, une IA, tu la débranches et c'est fini, quoi. Elle n'a pas d'énergie, elle n'a pas sa capacité à s'auto-alimenter, à gérer son énergie. Elle a des batteries de la même façon que notre organisme peut contenir de l'énergie. On a des batteries dans notre corps. Non, ça me choque pas spécialement. Elle ne peut pas se déplacer pour aller chercher de l'énergie. Après, tu parles peut-être de monter en puissance si on a trop de machines et qu'on n'a plus assez d'énergie pour tout ça, non? Ce que je veux dire, c'est que le stade où les machines seront capables d'aller chercher elles-mêmes l'énergie, quand elles en auront plus. Ouais. Et deuxièmement, c'est l'efficience, c'est-à-dire aujourd'hui, la consommation d'énergie par rapport au biologique, il y a un gap qui est énorme. Je veux dire, le photovoltaïque versus, comment on appelle ça, les feuilles, voilà, la photosynthèse, ça n'a rien à voir. Il y a des... et deuxièmement, donc la reproduction, pour moi, c'est aussi quelque chose qui marque une énorme différence. Ah, si tu t'intéresses à ça, bon, je ne vais pas tout expliquer maintenant, mais je te conseille de regarder l'échelle de Kasparov, qui est sur une évolution possible des différentes civilisations dans le potentiel univers, vu qu'on serait relativement jeune par rapport aux possibilités. Et oui, donc nous, on serait dans un stade assez jeune, qui est à dire qu'on utilise les ressources de notre planète et on commence à utiliser celles de notre Soleil, donc avec du photovoltaïque, etc. Et ils voient différentes évolutions. Donc on a pas mal entendu parler, par exemple, il y a quelques moments en astronomie où ils avaient vu ce qu'on appelle un quasar qui clignotait. Ils disaient que le clignotement était étrange et qu'ils soupçonnaient que ce ne soit pas une civilisation avancée qui avait fait une espèce d'énorme panneau photovoltaïque autour de leur Soleil pour capter toute son énergie. Donc ça, c'est vraiment des scientifiques qui sont basés là-dessus en futurologie. Si ça t'intéresse, oui, regarde l'échelle de Kasparov ou Kazeltov, je ne sais plus. Il y a pas mal de recherches faites là-dessus. L'article Wikipédia il fait des dizaines et des dizaines de pages. C'est super intéressant. Mais ouais, après, je ne peux pas plus te répondre de mémoire comme ça. Voilà, j'espère avoir pu un peu te guider quand même. Ça marche, merci. Over? Bon, Quentin me dit over, merci. Merci Paris.